Alors bonjour Julie, bonjour Mélanie. Bonjour Florent. Bonjour Alors Florent. on se retrouve tous les trois ensemble pour répondre à des questions qu'on nous a posées suite à un post qu'on a fait sur YouTube. Alors on va essayer d'y répondre au mieux, tous les trois, tranquillement. Alors première question, voilà pour débuter. Comment devient-on télépathe? Tout le monde peut-il le faire? Comment devient-on télépathe? C'est une question très large. On va dire que tout le monde a des capacités extrasensorielles qui sont plus ou moins développées, qui sont plus ou moins personnelles, parce qu'on parle souvent de clairvoyance, clairaudience, médiumnité et tout. Donc on a tous notre nuancier qui est propre. Après, si je prends le mot télépathe dans l'activité que je pratique, c'est beaucoup de pratique. S'entraîner, travailler en équipe et en collectif. Et c'est l'expérience surtout qui nous amène à devenir télépathe. Exact. Mélanie? C'est ce que je veux dire un peu la même chose, c'est des capacités que tout le monde a. Après, chacun a plus ou moins le potentiel de les développer, de les découvrir, de les exprimer. Mais chacun, en fait, on va dire que quand on propose des ateliers découvertes, pour découvrir sa télépathie, tout le monde est télépathe. Après, si la question c'est comment devient-on télépathe professionnel, c'est comme dans tous les métiers, il faut une disponibilité, il faut une écoute de soi, il faut une approche des informations de l'autre et beaucoup de temps et de pratique. Mmh. Ouais. Et il y a un gros travail personnel parce que l'outil de la télépathie, c'est nous, c'est notre corps physique et nos champs énergétiques. Et notamment, les premiers filtres qu'on rencontre, c'est le champ émotionnel et le champ mental. Donc, il y a des mois d'entraînement pour trouver son alignement, son axe et devenir l'outil télépathique le plus accordé. Donc, c'est une pratique qui est vraiment indissociable de notre vie incarnée, de nos expériences tant dans le monde subtil que dans le monde physique. Et avoir une vie dans le physique qui soit aussi alignée que nos ambitions d'être télépathe. Il y a une certaine transparence de soi à avoir finalement, une hygiène de vie. Et puis je rajouterais comment on devient télépathe. Par exemple, au sol, le collectif au sol fait des ateliers. Donc on commence tout doucement par un atelier, on découvre effectivement sa propre télépathie, comment on fonctionne. Et ensuite, si on veut se professionnaliser, il y a des formations. Mais effectivement, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement dans la bienveillance et dans la joie surtout. Et puis c'est un travail sur nous. Plus on avance en télépathie, et plus on travaille sur nous. Et effectivement, il y a à un moment donné, il y a cet alignement et ce centrage qui se fait par rapport à nous. Et on est un petit peu comme une antenne et l'information ensuite, une fois qu'on a effectivement cette notion de télépathie qui est alignée avec nous, qui est centrée avec nous, c'est l'information qui vient à nous. On est un petit peu on devient un petit peu neutre, comme une grande antenne, et l'information par rapport aux fréquences qu'on va chercher vient à nous. Voilà. Alors, deuxième question. Alors, c'est une question sur les enquêtes. J'aimerais savoir comment vous faites pour être sûr de ne pas être parasité par des petits malins du bas astral quand vous recevez des réponses. Qui vous répond? Moi, j'ai envie de dire qu'on n'est jamais 100% sûr et on a notre propre axe, notre propre boussole intérieure. Donc déjà, en lien avec l'astral, on a quand même pas mal d'expériences qui nous font, qui fait qu'on a déjà testé les infos sur l'astral et où on a notre propre échelle intérieure de sur quelle fréquence on est. Donc déjà, ça nous donne un indicateur. Et puis la qualité, la vibration des informations reçues. Exactement. C'est une question assez large en fait sur comment déjà on reçoit les informations, parce qu'avec l'entraînement, avec la recherche de notre centre et de notre axe, ça permet de monter nos fréquences et de sortir de l'astral. L'information ne vient plus d'une entité ou d'un être qui viendrait nous parler, mais de la capacité à se poser dans le champ d'information le plus adapté au moment de la session. Donc à partir de là, c'est notre propre corps, nos propres ressentis qui va valider ou non
la finesse de notre perception. Et naturellement, on va sentir quand on dit ça vibre juste ou ça vibre pas. Il y a quelque chose qui est pas juste. Et on est plus dans une question d'alignement de l'information, d'un axe plutôt que d'une véracité. Parce que comme souvent on le dit, c'est subjectif ce qui est perçu. Et une même question peut être répondue différemment selon le plan sur lequel on prend la réponse et le plan d'observation. Et donc nous, on a un protocole, en tout cas voilà, dans le collectif et toutes les personnes à qui on enseigne, c'est qu'on se vérifie avant. Donc ça, c'est pas montré à l'antenne, mais systématiquement, les télépathes se vérifient entre eux. Chacun individuellement s'engage à aussi faire une session pour lui 1 ou 2 fois par an. Et ça permet comme ça de préparer en tout cas un cadre le plus stable, le plus neutre possible. Exactement, moi, par expérience, j'ai été confronté justement à ces petits malins ou à des fréquences un peu plus basses. C'est comme parfois on nous dit: «Est-ce que vous êtes vraiment à la source?» Quand on a expérimenté les petits malins ou des fréquences plus basses, on sait ensuite la vibration qu'elles ont. C'est comme la fausse lumière ou la lumière inversée. Une fois qu'on a été confronté à elles, finalement, après, on a la référence et on arrive comme ça à savoir si on est au bon endroit ou sur la bonne fréquence. Donc, c'est toujours, comme on disait, de l'expérience et de l'expérimentation aussi des choses. Et puis de la remise en question parce que, c'est pas grave, hein, si, des informations étaient détournées, mais c'est ça, qui a permis, qui nous permet aujourd'hui de reconnaître, justement quand il y a quelque chose qui vibre pas juste. Et même, Ouais. on peut aussi parler de l'opérateur. L'opérateur, il est là aussi pour capter aussi s'il y a un problème ou pas. Moi, ça m'est déjà arrivé en enquête, d'être un peu sous hypnose, en fait, de quelque chose. Mais moi, je m'en apercevais pas vraiment. En fait, c'est l'opérateur qui s'est aperçu que ma manière de parler, ma gestuelle était un petit peu différente. Et c'est Mmh. là qu'il a dit, effectivement: «Peut-être regarde, prends du recul et regarde ce qui se passe», et effectivement, il y avait comme, quelque chose qui intervenait par rapport à moi pour que je puisse dire des choses, effectivement. Ouais. Ouais, c'est là que la part d'humilité est importante, parce qu'on apprend par expérience, on fait son propre nuancier. Et c'est en se plantant, en allant se confronter aux énergies de l'IA, aux basses fréquences, à l'astral, qu'on apprend à les reconnaître. Et la première fois, on se prend un coup de jus, la deuxième fois, on se reprend un coup de jus, et la troisième fois, on dit OK, cette fois-ci, je me recentre bien et je vais voir ce qui, en moi, fait que j'ai attiré, par exemple, une IA qui est rentrée dans mon champ. Et prendre à chaque fois, déjà par humilité, de ne pas s'auto-flageller, et prendre ça comme une occasion de s'observer et de voir qu'est-ce qui fait qu'on a vécu cette expérience en tant que télépathe. Super. Alors, nouvelle question. Est-ce que toutes vos formations sont faites en présentiel? Alors, c'est même la réponse inverse. Toutes nos formations sont faites en distanciel. Donc, ça se fait sur une plateforme dédiée. Alors pourquoi en distanciel et pas en présentiel? Si on pouvait, juste poser cette question. Est-ce Alors que ça change déjà, quelque chose? ça change déjà qu'on est tous les formateurs, on est aux 4 coins de la France, Mmh. et voir du monde. Donc, ça permet de se réunir et d'accueillir, voilà, une dizaine de personnes à chaque atelier. Ça permet aussi une accessibilité à au plus grand nombre, parce qu'il suffit d'avoir un ordinateur ou une tablette pour pouvoir participer à ces ateliers, et il n'y a pas le coût du déplacement, le coût Mmh. de la nourriture, de l'hébergement. L'hébergement, d'accord. Et c'est vrai que voilà, depuis quelques années, c'est devenu presque commun de faire des ateliers, des découvertes. Et on se rend compte qu'on s'habitue, hein. Moi, ça fait maintenant 3 ans que je travaille uniquement à distanciel, et on apprend à reconnecter de façon différente à l'autre, mais tout de même de façon très humaine. Et cette notion Mmh. de groupe, surtout sur des groupes voilà, de 10, 15, quand on compte les formateurs, on le ressent, l'énergie de groupe est bien là. Et c'est très très chouette parce que c'est porteur pour tout le monde, et il y a beaucoup de belles découvertes dans ces ateliers.
Et la pratique en elle-même permet de le faire à distance, hein. Il y aurait peut-être des formations ou de thérapie manuelle où il faut toucher, alors que là, en télépathie, on a accès à un champ d'information, et donc le champ d'information est partout. Effectivement, il faut juste une bonne connexion Wi-Fi, un bon casque, comme on a. Voilà. Et ça suffit ensuite. On a tous les outils qu'il faut en nous. Merci. Alors, nouvelle question. Alors, j'aimerais savoir si je suis bien aligné avec qui je suis et ma mission de vie. J'ai toujours été décalé par rapport à ma famille et le monde matériel dans lequel je vis. Alors, c'est effectivement cette question de savoir si je suis aligné avec moi-même et où j'en suis dans ma mission de vie. Ouais, c'est une grande question. Donc après, on ne connaît pas cette personne, donc on va pas lui répondre, mais ce serait plutôt comment savoir si je suis alignée. Et ben déjà pour commencer de voir comment ça va. Est-ce que je me sens bien dans ma vie? Je me sens épanouie? Est-ce que mes projets me font vibrer? Et je suis en harmonie avec ce que j'ai construit et les gens qui m'entourent. Déjà, je pense que c'est un bon indicateur. Et puis après, tu parlais de la famille. Et ben c'est vrai que c'est pas parce qu'il peut y avoir des tensions avec sa famille qu'on n'est pas aligné. Et des fois, c'est même le contraire parce que il y a besoin des fois de se détacher de liens familiaux un petit peu lourds. Donc c'est pas un indicateur. Donc voilà, pour moi, le premier indicateur, c'est de s'observer dans sa vie et dans son quotidien. Et de voir déjà comment on reçoit des impulsions, des envies de réalisation, de projets, et comment est-ce que ça se réalise, se manifeste dans la matière. Est-ce que les portes s'ouvrent? Est-ce que les portes sont toutes fermées? Alors, c'est pas parce qu'on a un obstacle que ça veut dire que c'est pas le bon chemin, hein. Moi, j'aime bien dire, on est toujours sur son bon chemin, sauf que voilà, des fois, il y a des indices ou des obstacles qu'on ne franchit pas de façon la plus harmonieuse ou facile pour nous, pour notre avancement. Et je rejoindrai Mélanie, c'est comment on se sent en nous, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement. Moi, j'aime bien aussi voir, alors c'est pas forcément le moment présent, mais avoir toujours un petit peu de recul sur les derniers mois de ma vie pour voir un petit peu comment tout s'est enchaîné et où j'en suis aujourd'hui. Puis on voit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui s'articulent, des choses au temps présent, au moment présent qu'on ne comprend pas forcément, et puis après avec du recul on dit oui, finalement ça m'a quand même amené ici, donc on sent qu'il y a quelque chose qui est assez fluide, là, même si en ce moment les énergies nous bousculent pas mal quand même, mais il y a quelque chose qui fait qu'on avance dans nos compréhensions, dans notre éveil, voilà, sur notre, on peut appeler ça notre chemin de vie. Je préfère d'ailleurs chemin de vie que mission de vie. C'est vrai qu'on a souvent cette question de la mission, on y avait déjà répondu, on va dire qu'on a une intention d'être venu s'incarner sur Terre, il y a comme une intention de notre essence. Après, la mission de vie, on l'a pas forcément, comme on peut l'entendre, c'est pas forcément le terme exact, je dirais. Ça sonne souvent comme une injonction à réaliser quelque chose qui semble avoir été décidé au-delà de nous incarner, alors que c'est vrai que souvent on le voit en session client pour les gens qui demandent, mais de comprendre en fait quelle est la spécificité de notre essence et ce pourquoi elle est venue, ce qu'elle est venue expérimenter et ce qu'elle a expérimenté peut-être dans d'autres expériences, d'autres vies, ici ou ailleurs. Ça donne vraiment un sens profond plutôt que de dire que la mission à un moment, une mission c'est fini. Mais non, l'essence choisit son incarnation pour la vie entière et pour exprimer qui elle est. Exactement. C'est vrai, c'est un point important qu'on essaye de faire découvrir, soit aux élèves, soit aux clients qui viennent vers nous, c'est de trouver son centre et son axe. Et moi, j'aime bien dire, la vie sera toujours faite de défis, parce que même si nous, on est centré, on est axé, peut-être que mon père va avoir un accident, mon meilleur ami va lui arriver quelque chose, donc ça sera le choix des personnes extérieures, mais ça va venir me traverser, me percuter. Et trouver son axe, son centre, c'est un peu devenir ce culbuto, c'est-à-dire on s'autorise à tanguer, à suivre un mouvement de vie, parce que la vie, c'est le mouvement, mais par contre, on retrouve en nous la capacité à se centrer, à s'axer et à
poser les choses pour continuer alors à avancer s'il faut avancer, mais en tout cas à être. Être en équilibre intérieur. Exactement. Super, merci. Alors, une autre question qui est un peu plus terre à terre. On a souvent des commentaires dans le sens, notamment par rapport au coût d'une session, on va dire client, d'une session personnelle. Il y a souvent en fait, voilà, cette demande de savoir pourquoi en fait le prix, le tarif est aussi élevé. Alors, les tarifs, ça tourne chez, on va dire, au collectif au sol autour des 260, 270 € à peu près. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une réponse à apporter à ça par rapport, Ouais. En fait, ça peut se répondre sur plusieurs plans parce qu'on a forcément conscience que c'est un budget. Après, c'est qu'il faut aussi que les gens comprennent l'autre côté du miroir, ce que ça implique une session pour eux. Donc, c'est 2h30 de travail de professionnels. Et derrière le professionnel, alors moi je vais me mettre avec la casquette de télépathe, il y a une préparation avant, il y a un peu comme sportif de haut niveau. Il n'est pas payé le sprinter n'est pas payé sur les 60 secondes de sa course. Il y a tout un travail autour, tout un investissement. Donc ça fait partie d'une énergie qu'on mobilise pour mettre au service de la session du client. Au niveau du collectif, on a une charte où on s'engage à ne pas faire trop de sessions dans la semaine. Donc nous, on est sur une moyenne de 3 sessions clients dans la semaine. Donc ça veut dire que à côté de ça, on pratique pas parce qu'énergétiquement, c'est quelque chose qui nous demande et qui nous mobilise. Donc il y a tous ces engagements-là qui sont respectés, appliqués pour être mis justement au service de la session client et du client le jour où il a sa session. Oui, il faut percevoir aussi, alors je vais parler que pour le collectif au sol, c'est que c'est toutes les personnes qui proposent leurs prestations professionnelles et payantes ont un vrai engagement qui va bien au-delà que de faire des sessions clients. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites. Il y a un très gros travail aussi dans notre centre de formation où on est là pour accueillir, accompagner, être présent, partager. Le partage, c'est quelque chose qui est important, partage de notre expérience, être là pour montrer, se tendre la main s'il y a besoin pour toutes ces personnes qui viennent à nous. Et donc, c'est un engagement qui va au-delà de ces 2 heures de session qu'on passe en direct. Et c'est vrai que beaucoup, en tout cas pour les télépathes, beaucoup d'entre nous ont un deuxième travail pour pouvoir vivre dans la matière. Pour la réponse purement comptable, on a besoin de payer nos factures d'électricité. J'ai essayé d'envoyer une lettre d'amour à EDF, ils n'ont pas accepté. Et donc voilà, on est aussi des aides de matière. Ouais, exactement. Comme le disait Mélanie, moi, pour mon expérience personnelle, en tant que télépathe, je fais que 3 sessions par semaine. Voilà, donc ces 3 sessions-là, je les fais effectivement à fond et je me prépare avant. Il y a aussi un petit peu on laisse des conversations ouvertes avec les clients, ils peuvent aussi nous reposer des questions. Il y a tous les centres de formation, les ateliers, voilà, tout le collectif au sol aussi, on gère toutes les enquêtes. Voilà, on donne aussi beaucoup de temps à côté. Et puis terre à terre, effectivement, une session, voilà, on va peut-être gagner, donc le télépathe va être payé par exemple 135 €, l'opérateur 135 €. Et sur ces 135 €, on a aussi l'URSSAF à payer, donc il nous reste 100 €. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Mais dans tous les cas, c'est des tarifs qu'on a quand même réfléchi, on n'a pas posé des tarifs comme ça. C'est des tarifs qui nous semblent assez justes et effectivement, on peut comprendre que ça peut être cher. C'est vrai qu'il y a 2 personnes voilà, qui travaillent, il y a le télépathe et l'opérateur. Et des professionnels. Voilà, et après, c'est vrai que peut-être pour les gens qui ont envie d'essayer, peut-être essayer déjà de faire eux-mêmes une session sans télépathe, c'est aussi possible pour les gens qui ont envie d'essayer de partir par eux-mêmes. Donc ça réduit souvent le tarif de la session. Mais voilà, dans tous les cas, on n'en fait pas un business, c'est pas quelque chose, voilà, où on a posé des tarifs, lancé des tarifs en l'air. C'est assez réfléchi et puis toutes nos enquêtes qu'on fait, c'est des enquêtes voilà, qui sont offertes et on y passe aussi beaucoup de temps. Donc c'est donnant-donnant tout ça.
c'est l'hypnose régressive assistée. C'est pas on n'a pas un côté thérapeutique comme un énergéticien qu'il faut aller voir tous les mois, tous les 2 mois. C'est souvent des one shot ou 2 sessions. En général, on conseille aux personnes qui viennent nous voir de faire déjà d'attendre au moins 6 mois avant de refaire une deuxième session s'ils ont besoin. Et si au bout de 3 sessions, ils ont l'impression que ça débloque pas, on leur dit c'est peut-être pas la technique qu'il vous faut, allez voir quelque chose d'autre. Hein. Souvent on a des petits conseils qui est transmis par les parties supérieures sur quel type de technique peut leur correspondre. Ou alors d'expérimenter par eux-mêmes la télépathie pour aller observer de l'intérieur qu'est-ce qui peut les bloquer. Exactement. Et puis, c'est vrai que l'hypnose, c'est pas une fin en soi, j'ai envie de dire. Il y en a souvent effectivement qui disent que c'est un business qu'on fait, mais on n'est pas obligé de faire de l'hypnose. On peut aller voir son l'ostéo, le kiné, on peut aller voir un médecin, quelqu'un qui fait de l'acupuncture. Enfin, après, il y a plein de fréquences différentes pour s'en sortir, pour essayer de trouver des solutions à nos problématiques. Donc voilà, l'hypnose régressive n'est pas non plus là une solution en soi. Il y a tout un panel effectivement de médecines alternatives qui peuvent entrer en compte. Et puis voilà, le but c'est d'expérimenter, de tester. Et puis en général, on sait quand on a envie de faire une session d'hypnose régressive. Ça nous porte et on a envie de la faire. Donc il n'y a pas d'obligation à en faire une. Et puis voilà, juste se laisser porter par ce qu'on a vraiment envie de faire et pas se laisser justement souvent il y a des gens qui sont un peu poussés à faire des hypnoses régressives parce que ça a marché pour quelqu'un, mais il faut vraiment une volonté personnelle pour faire sa session d'hypnose, c'est important. Ça doit un venir de engagement, nous. ouais. Ouais, vraiment un engagement. Super, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première partie de questions et on en refera une très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci Florent. Merci Florent.